Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors, avant de commencer cet épisode 3, je voudrais déjà remercier tous les auditeurs qui ont rejoint le podcast et tous ceux qui nous ont laissé des commentaires, particulièrement les commentaires 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, puisque c'est ce qui aide beaucoup à faire référencer un nouveau podcast. Comme d'habitude, on va essayer de faire un petit point sur l'actualité, puisque c'est ce qu'on avait fait la semaine précédente, et je pense que c'est plutôt une bonne chose à faire. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu les choses intéressantes qu'il y avait à dire sur la semaine passée. Et on a plusieurs choses. Premièrement, il y a pas mal de sujets qui parlent de la sécurité dans les intelligences artificielles. Notamment avec l'Agence nationale de sécurité des États-Unis, donc la NSA, qui a annoncé créer un centre de sécurité sur l'intelligence artificielle pour superviser notamment le développement et l'intégration des capacités de l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est le genre de choses qui fait sens, puisque plus on va intégrer l'intelligence artificielle dans différents domaines, plus ça va être critique de s'assurer que la sécurité des systèmes qu'on implémente est importante, surtout quand on a des systèmes qui prennent des grosses responsabilités. Et d'ailleurs, ça va un petit peu faire partie du sujet d'aujourd'hui. Alors, cette semaine, j'ai aussi un article du Journal du Geek que j'ai trouvé assez sympathique qui parle des métiers qui ne vont jamais disparaître malgré l'intelligence artificielle, notamment malgré ChatGPT. Et en gros, dans les métiers, dans la liste des métiers, on retrouve des choses où ce serait très compliqué de limiter avec un robot et une intelligence artificielle, donc souvent des métiers manuels, mais aussi des métiers qui font intervenir la créativité dans un contexte où on a aussi besoin de dextérité manuelle, en tout cas d'empathie, mais de relationnel, de ce genre de choses-là. C'est vraiment là où pour l'instant il y a peu de chances de voir un remplacement vers les intelligences artificielles. Donc dans les exemples, il y a par exemple coiffeur, plombier, etc., cuisinier, enfin voilà, ce genre de métier. Et ce que j'ai trouvé intéressant comme info dans l'article, c'est que on nous dit que d'après un rapport publié par OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, donc c'est pas forcément non plus les personnes les moins biaisées pour parler de ça, mais n'empêche, d'après ce rapport-là, ils estiment en tout cas que 80% de la masse salariale aux États-Unis sera impactée de près ou de loin par l'arrivée de ChatGPT et des autres IA similaires. Donc voilà, ce qui montre encore que il y a un très gros changement sur ce genre de sujet, même si encore une fois c'est toujours à prendre avec une petite pincée de sel, puisque c'est un rapport qui a été fait par une entreprise qui elle-même fait des intelligences artificielles. Maintenant, on a une nouvelle plutôt côté Europe, où l'Union européenne espère trouver un accord sur l'intelligence artificielle avec l'Artificial Intelligence Act, avec des sommets sur l'IA prévus également en novembre. Donc voilà, on suivra un petit peu l'actualité sur ce sujet-là, puisqu'il y a de la législation qui est en train d'être en discussion entre les différents membres de l'Union européenne. Sachant que la proposition initiale de règlement sur l'IA par la Commission européenne vise à consacrer et sécuriser préventivement contre les risques pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux inhérents au système d'intelligence artificielle. Donc voilà, on en revient un peu au sujet précédent. La sécurité, je pense que c'est un domaine très important qui va être en forte discussion parmi les différents gouvernements. Et effectivement, l'aspect aussi risque sur la santé, dans l'épisode précédent, on parlait de si les intelligences artificielles étaient remplacer certains domaines de la médecine. Dans ce cas-là, on a un vrai sujet sur la santé avec les risques associés. Et effectivement, l'aspect aussi droits fondamentaux. Et là, c'est plutôt intéressant parce que ça va être plus le sujet de discussion pour l'épisode d'aujourd'hui. En autre nouvelle, on a un nouvel outil d'Adobe, d'Adobe ou Adobe, qui vise à prévoir un système d'assistant qui vise à concurrencer ChatGPT. Donc voilà, pour
On se rend compte que d'autres entreprises cherchent à rejoindre aussi la course. Adobe, ils ont des outils très intéressants sur l'aspect image. Hein. Ils ont intégré pas mal de nouveautés avec de l'intelligence artificielle sur leurs outils, notamment sur Photoshop. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'ils vont proposer dans le futur sur d'autres types d'utilisation d'intelligence artificielle. Alors on a ensuite une news très intéressante sur l'intelligence artificielle qui serait capable de décoder des images perçues par le cerveau humain. Alors comment ça marche ? En fait, ils ont pris des volontaires, c'est des chercheurs de Meta, l'entreprise Meta, anciennement Facebook, qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et en fait, les personnes regardaient une image, et pendant qu'ils regardaient une image, il y avait un appareil qui faisait un scan de leur activité cérébrale via alors ça s'appelle un magnétoencéphalogramme, enfin ça s'appelle la magnétoencéphalographie. Donc je sais pas exactement quel outil utiliser, mais enfin voilà, c'est un scan magnétique un peu comme un IRM ou ce genre de type de scan du cerveau. Et via ce scan-là, l'intelligence artificielle était capable de régénérer une image qui ressemblait énormément à l'image que les personnes regardaient. Donc on est un petit peu sur de la lecture de pensée entre guillemets. Via ce scan de l'activité cérébrale, l'intelligence artificielle était capable de comprendre ce que la personne était en train de regarder, sans autre intervention de la part de la personne. Donc simplement elle regardait l'image et avec ce qui génère une activité cérébrale au moment où on regarde l'image, et avec ça l'intelligence artificielle était capable de décoder quelque chose qui était très, très similaire. Vous pouvez regarder d'ailleurs l'article, là il y a un article sur Le Monde qui en parle, on peut voir quelques images. Je pense que ça peut être intéressant de jeter un œil, puisque c'est assez impressionnant de voir ce qu'ils ont été capables de faire. Salut Josh. Alors oui, comme je disais, dans les actualités, on a une nouvelle intéressante qui nous parle de la lecture, de la capacité en tout cas d'une intelligence artificielle à interpréter des images qui étaient vues par une personne. Ce qui peut un peu faire penser à un peu de la lecture dans les pensées, et on pourrait imaginer plus tard des systèmes qui seraient capables notamment de détecter le mensonge d'une façon plus efficace, ou en tout cas d'arriver à interpréter des choses qui seraient pensées, ou en tout cas des images qui pourraient défiler dans le cerveau humain, dans un futur plutôt lointain. Mais tout ça m'a fait penser à une chose, c'est à la partie justice, et à comment on pourrait intégrer l'intelligence artificielle dans le système de la justice, et comment il pourrait y avoir une intervention de l'IA à ce niveau-là. Qu'est-ce que t'en penses, Josh ? Salut Dimitri. La capacité de lire ou d'interpréter des images directement depuis le cerveau est fascinante. Cela ouvre la porte à de nombreuses applications, comme tu l'as mentionné, dans le domaine de la justice. Si on pouvait détecter de manière fiable le mensonge ou l'honnêteté d'une personne grâce à une technologie basée sur l'IA, cela pourrait transformer les procédures judiciaires. Cependant, cela soulève aussi des questions éthiques importantes sur la vie privée, le consentement et la possibilité d'erreur. L'IA pourrait sans doute aider à améliorer l'efficacité et la justesse du système judiciaire, mais il faudrait l'utiliser avec prudence. Penses-tu que l'éthique devrait primer sur l'efficacité dans ce genre d'application ? Alors oui, Josh, comme tu le dis, je suis d'accord avec toi. Quand on parle de justice et d'intelligence artificielle, on a un gros sujet sur l'éthique et comment tout ça va interagir. Je pense que sur l'aspect lecture dans les pensées, on en est encore qu'au début. Je parlais de ça parce qu'il y avait une news intéressante sur le sujet, mais on est encore très loin d'avoir des cas pratiques, notamment dans le milieu de la justice. Mais par contre, on a déjà des utilisations d'intelligence artificielle dans la justice, et c'est plutôt à ce sujet que je voulais m'intéresser. Qu'est-ce que t'en penses, Josh ? Je comprends mieux. En effet, l'IA est déjà utilisée dans la justice pour des tâches comme l'analyse prédictive, le triage des affaires, ou même l'aide à la prise de décision pour certaines sanctions mineures. Ces outils peuvent rendre le système plus efficace, mais ils doivent être utilisés avec discernement pour éviter les biais et garantir l'équité. La clé est de combiner les atouts de l'IA avec le jugement humain. Crois-tu que l'IA devrait être encadrée par des lois strictes dans le domaine judiciaire ? Alors justement, sur ce sujet-là, est-ce que tu as des exemples de choses d'utilisation d'intelligence artificielle qu'il y a eu dans la justice ? Moi, je pense notamment à un sujet que j'ai trouvé très intéressant, qui est un logiciel qui s'appelle Compass, C-O-M-P-A-S. Est-ce que tu connais, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, en tout cas sur ce que tu sais sur ce logiciel-là ? Je connais le logiciel Compass.
C'est un outil d'évaluation des risques qui a été utilisé aux États-Unis pour prédire la probabilité qu'un individu récidive après sa sortie de prison. Le but de Compas est d'aider les juges à prendre des décisions éclairées en matière de libération sous caution, de peine ou de mise en liberté conditionnelle. Cependant, Compas a fait l'objet de controverses, notamment après une enquête de ProPublica en 2016 qui a affirmé que le logiciel pouvait être biaisé à l'encontre des personnes noires. Cette enquête a soulevé des questions sur la transparence des algorithmes utilisés dans le système judiciaire et sur la manière dont ils sont validés. L'utilisation de tels outils en justice montre le potentiel, mais aussi les défis éthiques et pratiques liés à l'IA. La transparence, la compréhension et la vérification des algorithmes sont essentiels pour garantir un système judiciaire équitable. Est-ce que tu penses que l'on devrait toujours avoir une intervention humaine, même si l'IA est utilisée pour des recommandations ? Alors oui, c'est pour ça un petit peu que je voulais un peu que Josh nous présente ce logiciel Compass. C'est un logiciel qui est déjà utilisé depuis plusieurs années. Il a été créé en 1998. Alors ça utilise des algorithmes, mais voilà, petit à petit, il y a aussi des aspects intelligence artificielle qui ont été ajoutés. En soi, quand on parle d'algorithmes et d'intelligence artificielle, c'est souvent une seule et même chose. Et donc ce logiciel, il a été utilisé pendant des années aux États-Unis pour notamment décider de si voilà les prisonniers pouvaient récidiver ou non. Et il se trouve que il y a des études qui ont montré que ce logiciel était biaisé. Et voilà, la question après derrière, c'est d'où viennent les biais potentiels de ce logiciel. Et a priori, ça vient très probablement des données qui ont été utilisées, puisque les biais humains sont forcément reproduits par l'intelligence artificielle, et donc s'il y a déjà eu des biais humains sur les sanctions qui pouvaient avoir dans ce cas-là les Afro-Américains, et ben ces biais-là sont tout simplement répétés par l'intelligence artificielle, voire même parfois décuplés, et donc derrière l'étude qu'il y avait eu réalisée par ProPublica démontrait justement ce gros biais qu'il y avait, et c'est là où on peut tout de suite réfléchir à se dire si on intègre de plus en plus les intelligences artificielles dans nos processus de justice, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et moi, ce que je trouve assez intéressant, en tout cas, c'est ce qui m'a étonné quand j'ai un peu regardé ce sujet-là, c'est que c'est mis en place depuis un bon moment déjà, et que voilà, il y a déjà des logiciels qui automatisent et qui intègrent des décisions automatisées dans les systèmes judiciaires. Je saurais pas dire s'il y a des choses similaires qui peuvent être utilisées en France. En tout cas, j'ai pas trouvé de choses pertinentes sur ce point-là. Mais en tout cas, on constate que dans plusieurs États aux États-Unis, il y a déjà ce genre de logiciels qui sont utilisés depuis un moment, et que donc c'est des choses qui pourraient arriver très rapidement et qui pourraient dans un premier temps être utilisées comme aide à la décision, mais dans un second temps potentiellement être utilisées plus loin dans ce genre de démarche-là. Et d'où la question intéressante de Josh, est-ce que quand on a de plus en plus d'intelligence artificielle dans un système, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir une décision humaine à ce moment-là ? Concernant l'intervention humaine, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Hungry Judge Effect, ou l'effet du juge affamé ? Je pense que c'est un point très intéressant quand on parle de décision humaine et de justice. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis au courant de l'effet du juge affamé. C'est un phénomène où la probabilité d'un juge de rendre une décision favorable diminue au fur et à mesure que la journée avance, et juste avant les pauses, comme le déjeuner. Après la pause, cette probabilité augmente à nouveau. Cela montre à quel point les décisions humaines peuvent être influencées par des facteurs extérieurs comme la fatigue ou la faim. L'IA, en revanche, n'a pas de tel biais physiologique. Elle offre une consistance qui peut être précieuse dans des situations où l'impartialité est cruciale. Cela dit, il faut toujours prendre en compte les biais potentiels introduits dans les modèles d'IA eux-mêmes. En combinant l'IA avec le jugement humain, on pourrait obtenir un système judiciaire plus équilibré et juste. Crois-tu que l'IA pourrait être la solution pour éliminer ce genre de biais inconscients dans la prise de décision judiciaire ? Alors oui, je pense que ça pourrait être quelque chose de très intéressant d'introduire l'IA dans certains moments pour justement réduire un maximum les biais qu'on peut avoir, puisqu'on sait que tous les humains ont des biais,
et effectivement, l'IA pourrait peut-être réduire ces derniers. Du coup, j'aimerais faire une petite expérience avec toi, Josh. Si on devait imaginer une société future qui arrivait à justement complètement intégrer l'intelligence artificielle dans dans la façon dont elle fait les jugements, en fait, comment ça pourrait fonctionner? Imaginons une société futuriste où l'IA est profondément intégrée dans le système judiciaire. Triage préliminaire. Dès qu'une affaire est soumise, une IA analyse les détails pour classer l'affaire en fonction de sa gravité, de sa complexité et d'autres critères. Cela permet de diriger rapidement les affaires vers le bon canal de résolution. Analyse des preuves. L'IA peut examiner rapidement une grande quantité de preuves, identifier des modèles ou des incohérences, et même prédire quelles preuves seront les plus pertinentes pour un jugement. Médiation et résolution. Pour les affaires moins graves, une IA de médiation pourrait proposer des solutions basées sur des précédents et des données contextuelles, évitant ainsi un procès complet. Soutien à la décision pour les juges. Dans les CAS plus complexes, l'IA pourrait servir d'outil d'assistance, fournissant aux juges des scénarios basés sur des précédents, des analyses de probabilité et des recommandations, tout en laissant la décision finale à l'humain. Les juges pourraient bénéficier d'une formation constante fournie par l'IA qui mettrait à jour leurs connaissances en fonction des nouveaux précédents et des évolutions juridiques. Feedback et apprentissage. Après chaque affaire, l'IA analyse le verdict, le compare à des décisions antérieures et apprend de lui pour améliorer ses recommandations futures. Transparence et explication. À chaque étape, l'IA fournirait des justifications claires pour ses analyses et recommandations, garantissant que le processus reste compréhensible pour les humains. Cependant, il est crucial de se rappeler que l'IA doit toujours être utilisée comme un outil d'assistance et non comme un décideur autonome. L'empathie, le jugement et la compréhension humaine sont irremplaçables. Que penses-tu de cette vision? Crois-tu que la société serait prête à accepter un tel niveau d'intégration de l'IA dans son système judiciaire? C'est une super bonne question que Josh nous pose là. Et c'est vrai que je pense que ça donne à réfléchir. Je me dis que d'un côté, si on avait quelque chose qui nous permettrait de réduire les biais, ce serait quand même vraiment une bonne chose, hein, puisque si on reprend l'effet du juge affamé dont on a parlé avant, c'est quand même terrible de se dire qu'une décision importante liée à une personne se retrouve impactée par l'estomac d'une personne, hein, et je pense que personne n'aimerait être jugé en fonction de ça. On sait qu'on a d'autres études où on se rend compte aussi que, par exemple, le niveau, on va dire, d'attractivité d'une personne jouait sur les jugements qu'elle avait, c'est-à-dire que les personnes qui étaient plutôt attractives avaient généralement des peines moins importantes que les personnes qui n'étaient pas jugées attractives. Et ça avait aussi un effet sur les jugements où on avait un jury. Ça, c'est plutôt des études qui se faisaient qui ont été faites en tout cas aux États-Unis. Mais ça montre que tous les humains ont des biais. Ça peut aussi se faire au niveau tout simplement de la sélection du jury. Si on a un jury qui vient de certains milieux ou qui vient de certaines régions, qui votent pour certains partis politiques, ils vont pas forcément avoir le même jugement et la même implication, en tout cas. Ils vont des fois être plus durs ou parfois être moins sévères envers la personne qui est jugée en fonction de leur propre background, puisque forcément, si on arrive à s'identifier plus à la personne qui est jugée, par exemple, on va très probablement avoir plus de compassion et se dire ça pourrait peut-être être quelqu'un de ma famille, quelqu'un que je connais, quelqu'un qui fait partie de mon milieu, de mon environnement. Donc forcément, ça va avoir tendance à nous pousser à avoir plus de compassion. Et l'effet opposé, si on se retrouve avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'un milieu qui nous parle ou qui nous ressemble, avoir un jugement bien plus sévère en se disant cette personne, je vois pas pourquoi elle a fait cette action et je lui donne entre guillemets aucune excuse, et donc avoir derrière un jugement bien plus sévère. Donc voilà, on sait que tout ça, c'est des impacts qu'on a vraiment sur nos décisions en tant qu'humains.
Et la question, c'est comment on peut les réduire. Il y a des mécanismes qui existent, hein. C'est pour ça que par exemple, il y a un jury, on essaie d'avoir plus de personnes. On peut sinon prendre un jury où les personnes sont choisies de façon aléatoire pour éviter justement d'avoir trop la présence de ces biais. Mais n'empêche que ces biais existent et seront toujours là tant que la justice sera faite par des humains. Et la question donc se pose, à quel point on pourrait intégrer l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, et surtout à quel point on accepterait d'être jugé par une IA plutôt que par un humain. Et effectivement, c'est une question que je vous pose un peu ouvertement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous préféreriez être jugé par une IA qui aurait un programme qui ne subirait pas les biais des humains, même si, attention, pour éviter tout biais, il faut surtout que les données fournies à l'IA ne soient pas elles-mêmes biaisées. C'est toujours ça la très très grosse difficulté quand on travaille avec des intelligences artificielles, c'est les données qu'on leur donne. Si on analyse tous les jugements qu'il y a eu, ces jugements ont eux-mêmes subi les biais humains, et donc du coup il faut réussir à trouver aussi des solutions pour les éviter. Mais imaginons théoriquement qu'on arrive à avoir une IA qui supprime ces biais, un maximum ces biais. Est-ce que vous seriez plus apte à vous faire juger par une intelligence artificielle, y compris si la décision est en votre défaveur, parce que forcément on aurait tendance à se dire si la décision elle est plutôt favorable, c'est plutôt un bon plan. Si la décision ne l'est pas, l'IA a tort, c'est toujours le biais qu'on va avoir. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous trouveriez plus juste d'être jugé par une IA qui limite un maximum les biais, ou est-ce qu'il vaut mieux garder un système tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a des avantages et des défauts, mais qui, on le sait, subit les biais des humains, et qui parfois du coup peut être impacté par des choses aussi bêtes qu'une personne qui a faim, quoi. Donc je vous laisse un peu réfléchir sur cette question. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur le compte Instagram tsunami-ia si vous avez un commentaire à faire sur l'épisode, ou à m'envoyer votre réponse sur ce que vous pensez de ce potentiel futur où on pourrait être jugé par des IA plutôt que par des humains. Et on se retrouve tout simplement au prochain épisode, en espérant que vous aurez un peu réfléchi sur tous ces sujets. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!